le consentement des enfants. Alors j'ai mis consentement entre guillemets, et c'est pas du tout par hasard. Pour bien comprendre cette notion de consentement, il faut vraiment relire le code pénal attentivement. Que nous dit cet article 222-23? Il nous dit « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. » Avant, le viol n'était pas défini aussi précisément dans notre code pénal avant 1980. Alors, quand on lit cette définition, il y a le quadruple critère de violence, contrainte, menace ou surprise qui réellement définit le viol. Et dans le cas d'un viol commis par un adulte sur un autre adulte, on peut se dire que cette définition est relativement pertinente. Il s'agit de distinguer ce qui serait une simple partie de jambes en l'air consentie et pourquoi pas tout à fait épanouissante pour les deux partenaires, d'un viol proprement parlé. Le plus grand défaut de cette définition, c'est qu'elle est la même pour la victime adulte et pour la victime qui est un enfant. Implicitement, de manière indirecte, le code pénal suppose qu'un enfant victime est un adulte comme un autre. C'est-à-dire que la victime soit un enfant ou un adulte, lorsqu'elle dépose plainte pour viol, on va devoir démontrer qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise pour que le viol soit établi. Or, on sait très bien que dans le cas de l'inceste, notamment, dans le cas d'un viol commis par personne ayant autorité, un enfant, il n'a pas les moyens de s'opposer à un adulte. Souvent, il ne comprend même pas ce qui lui arrive. On peut dire, les psychologues peuvent parler éventuellement de la sexualité de l'enfant, mais il s'agit d'une sexualité qui n'est pas génitale. Donc la sexualité de l'enfant n'est en rien comparable à celle des adultes. Et l'autre péché fondamental de cette définition du viol dans le Code pénal français, en 2020, c'est que l'inceste n'est pas considéré comme un viol, sauf s'il est commis par violence, contrainte, menace ou surprise. Donc notre code pénal ne punit pas l'inceste en soi. Il punit le viol lorsque le viol est incestueux. Mais finalement, la définition du viol incestueux et la définition du viol non incestueux est exactement la même dans notre code pénal. Notre code pénal, il comporte un autre délit, une autre infraction qui permet de réprimer la pédocriminalité, qui a été introduite originellement en 1832 et qui s'appelait attentat à la pudeur. Et déjà en 1832, l'objectif pour le législateur, c'était de prendre en compte le fait qu'un enfant n'a pas la maturité pour comprendre ce qui lui arrive et que donc, contrairement à un adulte, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir recours à la menace, à la violence ou à la surprise pour finalement imposer des actes sexuels à un enfant. Donc ce délit qui existe toujours s'appelle aujourd'hui atteinte sexuelle. Il est dans une autre section du Code pénal qui n'a rien à voir avec les violences sexuelles, d'où le numéro 227-25. Que dit cet article? Il dit « Le fait par un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement. » Là, il n'y a pas de notion de menace, violence, contrainte ou surprise. Ce délit sert normalement à punir les relations, par exemple, entre un professeur de maths et son élève de 14 ans. Ce qui résulte de cette double définition, de cette double qualification des faits de pédocriminalité dans le Code pénal français, c'est que les agresseurs ont intérêt à plaider le consentement de la victime. Parce que plaider le consentement, ça permet de transformer le crime de viol, qui est passible de 20 ans lorsque la victime a moins de 15 ans, ça permet de transformer ce crime en délit d'atteinte sexuelle, qui est passible de 7 ans seulement. Dans notre code pénal, on a ce délit d'atteinte sexuelle incestueuse qui suppose implicitement que l'enfant peut être considéré par la justice comme consentant à l'inceste. Ce qui résulte de cette rédaction actuelle du Code pénal, c'est que le procès de l'agresseur devient le procès de l'enfant victime. Au lieu de se focaliser sur le comportement de l'agresseur et ses actions, on va se focaliser sur l'enfant. On va lui demander est-ce qu'il a dit non, est-ce qu'il a cherché à séduire l'adulte, est-ce qu'il avait la maturité pour comprendre les actes sexuels auxquels l'adulte l'a soumis. Donc il y a une sorte d'inversion des rôles.
C'est une inversion des rôles qui existe aussi dans le cas des viols sur adultes, mais qui, dans le cas de la pédocriminalité et de l'inceste, c'est-à-dire des viols commis sur des enfants, est quand même, pour nous, particulièrement choquante, scandaleuse, et ne devrait même pas exister. Il y a une loi de 2010 qui a été introduite suite à l'action de la IVI et d'autres associations, qui a introduit la notion de contrainte morale peut résulter de l'écart d'âge ou de la position d'autorité de l'agresseur. Cet article 222.1, il est extrêmement utile pour alléger la charge de la preuve dans le cas des viols incestueux ou des agressions sexuelles incestueuses. Cet article a été en fait affaibli par la loi Schiappa du 3 août 2018. La nouvelle rédaction de cet article introduit des notions comme la vulnérabilité et le discernement de l'enfant qui vont favoriser et même renforcer le fait de faire le procès de l'enfant victime, d'essayer d'évaluer sa vulnérabilité, son discernement, sa maturité sexuelle, éventuellement ses tentatives de séduction de l'adulte, que la défense va bien sûr plaider. Il y a aussi un mot qui a été ajouté un peu en catimini, mais qui restreint beaucoup la portée de l'article, c'est la restriction de cet article aux auteurs majeurs. C'est-à-dire que la différence d'âge ne va être considérée que si l'auteur des faits est majeur. Et donc ça exclut du champ d'application de cet article les violeurs qui sont mineurs et qui violent d'autres mineurs. Cette clause reste à l'appréciation du juge, c'est-à-dire que la contrainte morale reste examinée au cas par cas par le tribunal. Donc un tribunal peut encore, en France, en 2020, estimer qu'un enfant de 13 ans, 11 ans est consentant et que par conséquent, il n'y a pas eu viol. Bien que le mot consentement ne figure pas dans notre code pénal, il se retrouve au cœur des débats puisque la loi française est rédigée de telle façon qu'elle encourage les agresseurs à plaider le consentement de l'enfant pour minimiser la peine encourue. Même dans le cas où le consentement ne fait pas débat, la requalification en agression sexuelle minimise les peines et les dommages-intérêts encourus. Ça, c'est la correctionnalisation. La loi Schiappa du 3 août 2018, qui prétendait améliorer la situation, l'a en fait aggravée selon nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? La première chose qu'il faut, avant toute autre réforme, c'est bien sûr un budget décent pour la justice. Donc en gros, il faudrait au minimum doubler le budget de la justice pour qu'elle puisse fonctionner un peu plus normalement. Une autre solution, ce serait créer une infraction spécifique pour l'inceste. Parce que dans l'inceste, pour nous, la notion de consentement n'a aucun sens, la notion de contrainte, violence, menace ou surprise n'a aucun sens, et l'inceste devrait faire l'objet d'un interdit absolu et inconditionnel. Le collectif pour l'enfance, qui réunit 40 associations, dont notre association Face à l'inceste, a tenu un colloque le 4 février 2020. Il a formulé des propositions. Et dans ces propositions, il y a la création d'une nouvelle infraction pour réprimer la pédocriminalité. Donc cette infraction ne comporterait pas l'élément constitutif de violence, menace, contrainte ou surprise, et elle viendrait remplacer à la fois le viol et l'atteinte sexuelle, donc une infraction unique pour réprimer tous les actes, toutes les violences sexuelles commises contre des enfants. Enfin, au chapitre des solutions, on peut noter qu'il y a des dispositions qui permettraient d'améliorer très sensiblement le recueil de la parole de l'enfant victime. Il s'agit de faire une interview vidéo de l'enfant victime par des spécialistes qui sont bien formés, qui vont poser les questions de la bonne manière, c'est-à-dire sans influencer l'enfant, sans induire les réponses, en suivant des procédures qui existent, qui ont été testées et validées scientifiquement. Et cette interview vidéo de l'enfant victime peut ensuite être réutilisée dans toutes les étapes de la procédure, ce qui évite effectivement de traumatiser l'enfant en lui imposant, par exemple, de venir lors de son procès aux assises. Je vous remercie.